Le salariat, c'est la force qui produit toutes les richesses de ce pays et qui n'en soit pas la part qu'elle résiste. Le salariat avait des statuts, un code, une médecine, des prud'hommes, une inspection, des syndicats, des institutions représentatives du personnel. Pendant un siècle, on peut dire que ça s'est développé. Le tournant contre-révolutionnaire face à ce développement, qui a fait tout reculer, c'est le tournant de la politique de François Hollande. Ça, c'est le plus grand crime qu'il ait commis, avec l'ANI, l'accord national interprofessionnel de janvier 2013, la loi Sapin de 2013, la loi Rebsamen, qui a fait reculer les CHSCT, la loi El Khomri, les lois Macron, puis les ordonnances Pénicaud-Macron. En 2-3 années, c'est une contre-révolution, c'est-à-dire c'est quelque chose qui inverse un siècle de progrès et qui sape tout. Fait reculer la médecine du travail, fait fondre les prud'hommes au point qu'il n'y a plus que 40% des saisines qu'il y avait avant, fait régresser l'inspection du travail car son indépendance a été mise en cause. Elle a été réorganisée de façon à ne plus pouvoir intervenir librement dans les entreprises. Les sanctions ont été diminuées de façon systématique et donc l'employeur se sent moins contrôlé et moins menacé au moment où il est en infraction, et qui a fait reculer aussi les syndicats, puisqu'il y avait 425 000 ce qu'on appelle salariés protégés, c'est-à-dire tout confondu, hein, le CHSCT, le comité d'entreprise, les délégués, le délégué syndical. Il y en avait 425 000 dans tout le pays, dans les entreprises. Et il ne va plus en rester que 200 000. C'est-à-dire une fonte des représentants de salariés capables de défendre le droit. L'inspection du travail est officiellement née en 1892. Mais en fait, elle a été conçue à partir d'un rapport très célèbre d'un docteur qui s'appelait Villermé et qui a fait une enquête sur la situation des ouvriers, des femmes, des hommes et des enfants dans les fabriques, comme on disait à l'époque. En 1841, ils travaillaient 15 heures, 16 heures, 17 heures par jour et ils mouraient au travail. Le bon docteur Villermé a parcouru à peu près 20 grandes villes du pays et a montré que les humains ne pouvaient pas vivre comme ça. Et son rapport sur l'état physique et mental des ouvriers dans les fabriques a été un vrai choc. Il y a eu la même chose en Grande-Bretagne à l'époque avec Engels. Mais le docteur Villermé a donné le coup de pouce qu'il fallait pour que la conscience frappe les employeurs, qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça et qu'il fallait réduire la durée du travail. En fait, elle a mis du temps à être réduite. Hein. Les premières mesures étaient des réductions pour les enfants, puis pour les femmes. Les enfants, c'est descendu à 11 heures, puis à 10 heures. Les femmes, le travail de nuit a commencé à être interdit. Oh, les arguments n'étaient pas très bons. Hein. C'était pour que les enfants puissent faire la guerre plus tard et les femmes pour qu'elles puissent faire des enfants. Hein. Mais avec des arguments réactionnaires, ils aboutissaient quand même à des conclusions progressistes, qui étaient la réduction du temps de travail. Il a fallu 70 ans, 80 ans pour qu'on passe de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. Ça n'est rentré dans les textes qu'en 1920. Et entre-temps, l'inspection du travail est née, là aussi pas pour des arguments très progressistes, mais parce que les patrons se surveillaient. Ils disaient « Ah, mais toi, tu as réduit la durée du travail, pas moi, faut contrôler ». Et donc les patrons ont eu besoin de gens qui les départagent. Et c'est comme ça que les premiers inspecteurs ont été recrutés. Et petit à petit, il y a une régulation de la durée du travail. 1892, c'est réellement un corps d'inspecteurs. Or, ce corps est encore un corps de notables. Hein. Il n'y a pas de concours de la fonction publique à l'époque. En gros, l'inspecteur du travail mange entre l'évêque et le représentant du patronat, quoi. Et il dit quelques mots de temps en temps, mais pas encore trop sur les questions d'hygiène, sécurité. Sur la durée du travail d'abord, et après sur l'hygiène, sécurité, puisque à ce moment-là, la parole du patron fait foi. C'est-à-dire quand il y a un accident, si le patron dit c'est ta faute à l'ouvrier, c'est la faute à l'ouvrier.
Et il va falloir renverser cela pour que ça soit la présomption de la faute de l'employeur et que celui-ci doive se défendre et se disculper d'avoir la responsabilité de... Le grand tournant en matière de sécurité, c'est 1906. C'est la triste catastrophe de Courrières. C'est un coup de poussier dans la mine. Et il y a 1099 morts. Et cela se fait alors que la veille, il y avait déjà eu des alertes. Le porion avait dit au patron, attention, il y a un risque demain. Et le patron avait dit quand même aller travailler. Et le patron se comportait comme une brute. Il a obligé les gens à retourner travailler très vite. Et il a refusé qu'on recherche les survivants. Et ce qui a frappé, c'est que 15 jours après, hein, c'était le 10 mars 1906, et 15 jours après, enfin vers le 30 mars, il y a eu une quinzaine, 13-14 mineurs qui sont ressortis tout seuls par leurs propres moyens des mines. Et quand ils ont réapparu au grand jour, c'était un choc dans l'opinion, quoi. Comment le patron les avait laissés mourir. Et c'est ça qu'a donné la naissance du ministère du Travail. Parce que avant, c'était une cellule dans le ministère de l'économie et des industries. Et là, il y a eu un ministère du Travail, et il faut bien retenir pourquoi il a été créé. Il a été créé parce que les gens disaient plus jamais ça à propos de la catastrophe de Courrières. Et l'idée, c'était que le ministère du Travail serait de cette façon-là le ministère des travailleurs qui permettrait de résister aux exigences des entreprises. Et de dire non aux patrons qui se comportaient comme celui des mineurs de Courrières. Et le ministère du Travail a commencé à donner le Code du travail, qui lui-même a été rédigé en 3-4 ans. Et le premier Code du travail date de 1910 seulement, 1910. Il y a un peu plus donc d'un siècle. Et ce Code du travail était tout petit au départ. Il avait 3 lois et 80 décrets, essentiellement sur la durée du travail. Puis petit à petit, il s'est étoffé. Et le salariat a commencé à se développer au XXe siècle. Après 1910, le Code du travail a épousé son développement, la diversification des métiers, la diversification des questions d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail. Et à ce moment-là, dans les années 30, puis ensuite beaucoup plus dans les années 50, 60, après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est développé. Et l'inspection a changé en même temps avec ça. Elle a cessé d'être seulement un corps de notables aux ordres du patronat, puisqu'elle a été recrutée sur concours après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a d'abord eu les contrôleurs. Alors, les contrôleurs, c'est un épisode un petit peu triste parce que, en fait, ils avaient été créés sous Pétain. C'était pour le STO, le service du travail obligatoire, et c'était pour envoyer les jeunes travailler en Allemagne. Alors, évidemment, les contrôleurs n'avaient pas très bonne réputation. Il y a eu une épuration, mais il y a un corps de contrôleurs qui est resté, qui a été les catégories B de la fonction publique, et la catégorie A, c'était les inspecteurs qui étaient chefs de service. Et dans les années 50, 60 et 70, le recrutement par concours a permis de changer la nature des inspecteurs et d'en faire des fonctionnaires avec un style particulier, puisqu'ils sont devenus, les gens ont du mal à le comprendre, ils sont devenus indépendants des gouvernements en place. C'est la Convention 81 de l'Organisation internationale du travail, parce que l'inspection du travail a existé à ce moment-là dans plus de 140 pays, et la Convention 81 a dit, je cite, c'est très important, les inspecteurs du travail ont pour mission d'alerter les gouvernements en place sur le sort qui est fait aux salariés. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants, mais pas neutres. Leur fonction est de contrôler les employeurs qui, eux, sont assujettis au Code du travail. Et le Code du travail, c'est la loi de la République dans l'entreprise, l'état de droit dans l'entreprise. Et donc, les fonctionnaires de l'inspection ne sont pas aux ordres du gouvernement. Ils ont au contraire la possibilité eux-mêmes de déterminer où ils vont faire les contrôles, les horaires, les conditions dans lesquelles ils les font, les suites qu'ils donnent à leur contrôle, si c'est des observations, des mises en demeure, des procès-verbaux, et ensuite c'est le juge qui tranche la sanction. Et donc ce corps d'inspecteurs est devenu un peu comme ça, on a dit que c'était les hussards de la République, c'est exagéré, c'est le mot qui a été utilisé pour les instituteurs. Mais quelque part, il y a un petit peu de vrai, puisqu'ils étaient là pour faire baisser les accidents du travail, pour faire respecter la dignité des salariés, et pour faire respecter l'ensemble du Code du travail, qui impliquait qu'il y ait des IRP, institutions représentatives du personnel, dans lesquelles on classe les délégués du personnel, les comités d'entreprise, les comités hygiène, sécurité, conditions de travail, les délégués syndicaux, les IRP,
Ils avaient pour mission de travailler avec la médecine du travail, qui était créée après-guerre spécialement pour ça. Ils ont eu pour mission de créer, d'envoyer, quand il y avait des plaintes, parce que eux, l'inspection c'est l'administration, c'est pas la justice, d'envoyer à la justice et à la justice prud'homale, c'est-à-dire une justice du travail qui s'était développée parallèlement pendant toute la période dont je viens de parler. Et puis ensuite, il y avait les organisations syndicales, et puis il y avait les cotisations sociales qui donnaient toute une sécurité sociale qui était liée au travail et payée par l'employeur. C'est-à-dire qu'en fait, le salariat arrivait là, dans les années 80-90, à avoir un ensemble d'institutions qui lui donnaient des droits, des garanties, une dignité et une protection face aux accidents dans les entreprises. Et c'était garanti par le corps d'inspecteurs du travail qui était là pour faire respecter la loi, l'état de droit dans l'entreprise. Ce sont donc des fonctionnaires indépendants, mais pas d'autres, qui peuvent à toute heure du jour et de la nuit entrer dans les entreprises. Ils n'ont pas pour ça besoin d'un mandat du parquet. Ils n'ont pourtant pas le rôle d'officier de police judiciaire. Ce sont des agents de l'administration. Mais pour permettre que leur contrôle soit efficace, il ne faut pas qu'ils préviennent. Il faut qu'ils viennent à l'improviste, qu'ils fassent surprise, parce que sinon ils ne constateront pas le travail clandestin, le garde-corps qui manque, ou bien le dépassement horaire avec l'heure supplémentaire qui est impayée. Donc ce sont des agents de constat. Et quand ils constatent, eh bien, ils ont la possibilité de proposer aux juges des sanctions. Je dis ça parce que parfois il y a des gens qui disent « Ouais, l'inspecteur du travail, ça fait fermer les entreprises ». Non, l'inspecteur lui-même ne fait que constater et proposer aux juges. S'il y a des sanctions contre l'employeur, c'est le juge, c'est pas l'inspecteur, il n'a pas la possibilité de le faire. Il ne peut que examiner, constater, enquêter, comparer et vérifier qu'il y ait des infractions. Et sa parole n'est pas définitive, puisque encore une fois c'est le juge qui tranche, et l'employeur peut se défendre, bien sûr. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Parce que par exemple, très souvent, moi j'ai été 30 ans inspecteur du travail, et j'ai dû voir en 9 ou 10 000 entreprises en 30 ans le code du travail à la main, et nous recevions des salariés qui venaient dans nos permanences se plaindre. Et les gens disaient « mais moi j'ai fait des heures supplémentaires extrêmement longues, il ne les a jamais payées ». Ça c'était l'infraction la plus courante, hein, les heures supplémentaires impayées. Et nous on disait « bon écoutez, on va constater ces heures, on a les moyens par le biais des registres, des relevés d'horaires, par des contrôles inopinés ». Et alors, le salarié disait « bon alors je vais être remboursé ». Ah ben non. Parce que nous, l'inspecteur, on constate les heures, les infractions, on va faire le procès verbal, on pourra, si le juge le veut bien, l'employeur sera sanctionné, mais ça ne vous donnera pas un sou à vous, salariés. Pour avoir vos sous, avoir vos droits, il faut que vous alliez aussi au prud'homme. Parce que c'est les prud'hommes qui vont vous donner raison et qui vont exiger que l'employeur vous rembourse. Nous, inspecteurs, on ne le peut pas. Donc, à la fois, c'est un pouvoir grand, puisqu'il a un pouvoir de sanction, à la fois c'est un pouvoir limité, puisque ce n'est pas lui qui donne les sanctions. Et d'ailleurs, on a vite très vu, hélas, qu'il y avait 3 ou 4 PV sur 5 qui étaient classés sans suite, c'est-à-dire qui ne donnaient pas lieu à des sanctions. Et ensuite, on sait que l'inspection du travail elle-même était peu nombreuse, puisqu'on était autour de 1600 agents de contrôle pour quelque chose comme 18 ou 19 millions de salariés, et que les entreprises, il y en a 1 200 000 en France pendant la période récente, une entreprise a une chance d'être visitée une fois tous les 10 ans. C'est vous dire qu'avec 1600 agents de contrôle, on ne va pas très très loin. Donc quand des gens disent ah, c'est une administration tatillonne ou répressive, ce n'est hélas, je dis bien hélas, pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup plus d'infractions et trop peu de salariés qui peuvent se défendre. Alors on dira oui mais il y a les syndicats, il y a tout ça. Bah oui mais les syndicats, ils n'ont de droit de citer que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et il faut tout de suite avoir une idée des entreprises pour comprendre aussi les limites de l'inspection. C'est qu'il y a sur la 1 200 000 entreprises, 3% ont plus de 50 salariés. C'est-à-dire 3% ont des comités d'entreprise théoriquement. 3% ont des CHSCT théoriquement. Alors ce n'est pas le cas. Sur les 3%, il n'y en a même pas 20% qui en ont vraiment. Donc en fait, il y a très très peu du droit qui est appliqué. Et l'inspecteur lui-même, ensuite, il y a 97% des entreprises de 50, la plupart du temps, il a beaucoup de difficultés à y aller. Il
faut qu'il soit invité par une plainte d'un salarié pour qu'il se passe quelque chose de grave, alors il va dans une petite entreprise. Sinon, il va presque toujours dans les grandes, parce que là, il y a justement des interlocuteurs, des partenaires sociaux et des moyens de contrôler, de vérifier plus importants, et ça touche tout de suite des dizaines de milliers, parfois des millions de gens, et non pas le cas de la petite entreprise. Mais par exemple, si on rentre dans un chantier, dans un chantier, vous avez le donneur d'ordre, il est tout en haut, Bouygues, Vinci, FH, que vous voulez. Et puis ensuite, vous avez sur les panneaux, vous avez 20 entreprises sous-traitantes de premier rang, puis 30 entreprises sous-traitantes de deuxième rang, puis ensuite vous avez l'intérim, puis c'est là que vous trouvez aussi des salariés pas du tout déclarés, qui sont victimes de tout un système de sous-traitance en cascade, qui sert au gros à gagner le maximum d'argent, en ayant le minimum de responsabilité quand il y a un accident. Alors l'inspecteur, il va passer son temps en arrivant dans un chantier à essayer de se faire une idée de la cartographie des entreprises pour savoir ce qu'il a lui-même en face de lui, parce que sinon il sanctionnera rien du tout et le juge ne l'écoutera pas. Donc la moitié, curieusement, d'un contrôle de chantier commence par le côté administratif, où il faut recenser 50, 60, 70 entreprises à la place d'une seule, et qu'il faut ensuite après avoir une petite idée quand il n'y a pas de vestiaire, quand il n'y a pas de chaussures de sécurité, quand il n'y a pas de garde-corps, quand il y a des risques de chute, quand il n'y a pas d'hygiène, quand il y a des blessés, quand il y a des fers qui dépassent, eh bien tout ça, c'est un travail extrêmement compliqué que celui d'inspecteur pour faire valoir le droit en pratique. Il y a la théorie et la pratique. Alors, dans les mesures prises pour la sécurité, pour faire reculer les accidents du travail, il y a eu l'idée d'impliquer les travailleurs eux-mêmes et pas seulement l'employeur. L'employeur, lui, son impératif, c'est de faire gagner le plus d'argent possible, d'exploiter le plus possible, d'avoir le plus de marge possible, d'être le plus concurrentiel et le plus compétitif possible. Donc, qu'est-ce qui peut être utile pour empêcher l'accident, pour le prévenir, penser les conditions de travail et protéger le salarié? C'est que les salariés eux-mêmes aient des droits. C'est ainsi qu'est né le comité hygiène-sécurité, qui est devenu ensuite comité hygiène, sécurité, conditions de travail, après 82 et les lois dites Auroux. Et là, c'est une structure qui a été mise en place pour que on examine toutes les questions de sécurité, de confort au travail, d'ergonomie, de la lumière, la chaleur, etc., de façon à ce qu'on protège la santé des travailleurs. Quand même savoir que, à l'époque où je parle, là, nous avons encore 550 accidents mortels chaque année, presque 2 par jour. Nous avons 700 suicides liés au travail, presque 2 par jour, plus de 2 par jour. Nous avons 4500 handicapés du travail chaque année. Alors handicapé, ça peut être un doigt coupé, mais ça peut être aussi la colonne vertébrale définitivement immobilisée, où le salarié est devenu dans une petite voiture ou légume, c'est un handicapé. 4500 par an, c'est pas rien. Moi, je dis toujours, sur les accidents mortels, alors la moitié sont dans le bâtiment. Et quand on vérifie, c'est pas difficile, c'est à des horaires quand les gens sont fatigués, et ça frappe ceux qui sont les moins professionnalisés. Parce que souvent, la légende, c'est de dire que quand on est flexible, on produit plus. C'est le contraire. Ceux qui produisent le plus, c'est ceux qui sont bien formés, bien traités, bien payés. Et tous les flexibles, tous les intérimaires, tous les contrats à durée déterminée sont eux par contre le plus de victimes d'accidents. Et les accidents qu'il y a le plus, c'est d'ailleurs dans les plus petites entreprises que dans les grandes. Et donc ce système-là, il faut bien le comprendre. Je veux dire, il faut prendre des mesures autoritaires pour protéger et diminuer les accidents du travail. Alors vous savez, quand un inspecteur arrive dans un chantier, il n'y a pas de garde-corps là, on peut tomber, le patron vous dira, il y était il y a 2 minutes, je le fais remettre. Bah oui, mais enfin bon, je sais bien que c'était pas vrai. Bon, et puis quand il y a une chute, moi j'ai vu un jeune homme de 20 ans, un Roumain qui était malheureusement pour lui dans une situation illégale dans une entreprise intérimaire. Il était le dernier rang de la chaîne de sous-traitance en cascade. Bon, on l'a mis en bas d'une goulotte où il faisait tomber, c'est la période de démolition, du béton, des morceaux divers de gravats à travers la goulotte. La goulotte s'est effondrée, elle a été écrasée, il a été tué. Bon, quand vous arrivez là, en tant qu'inspecteur dans le chantier, moi ce que je faisais, c'est que je criais très très fort pour que jamais un accident mortel ne puisse passer inaperçu.
Et par conséquent, il fallait secouer les consciences pour éviter que ça se reproduise, que ce soit banalisé. Et puis chercher toutes les causes, l'arbre des causes qui avait abouti à cet accident, la précipitation, la non-formation, l'intérim. Vous savez, en Allemagne, par exemple, l'intérim est interdit dans les chantiers de bâtiments. Ça devrait être le cas en France. En Allemagne, par exemple, maintenant le Code du travail allemand est meilleur que le Code du travail français, après les lois El Khomri et les ordonnances Macron. Et ben en Allemagne, vous avez au-dessus de 35 degrés, vous n'avez plus le droit de travailler. Ça évite aussi pas mal d'accidents. Bon, il y a donc des mesures protectrices qui pourraient être prises, qui ne le sont plus en France, qui ont été défaites en France depuis Hollande, El Khomri et Macron, et qui aboutissent à ce qu'il y ait évidemment des drames, des tragédies. Et alors, le CHSCT, c'est la structure qui permettait une fois tous les trimestres, avec ce qu'on appelle 2 heures de délégation pour ceux qui y étaient, et qui étaient désignés par leurs collègues du comité entreprise ou des délégués du personnel, d'avoir une équipe de gens qui se réunissaient en présence de l'employeur, de l'inspecteur du travail, du médecin du travail et du représentant de la caisse régionale d'assurance maladie, qui souvent était un spécialiste et technicien, notamment pour tout ce qui était le bâtiment, par exemple. Voilà. Cette réunion-là, trimestrielle, a été extrêmement importante, parce que c'est celle où tout se disait. Pas seulement ma chaise est boiteuse et j'ai mal au dos, mais c'est important. Hein. Si vous êtes 8 heures sur une chaise boiteuse, mal au dos, ça se termine mal en général, c'est pas une chose drôle. J'ai vu des femmes qui étaient dans la petite bijouterie, qui travaillaient assises sur des tabourets de bois rond. Bon, ça coûtait quand même pas à ce point de ne pas pouvoir avoir une chaise avec 5 pieds et une rotation un peu, quand on reste 8 heures, et même plus avec les heures supplémentaires. J'ai vu des gens, parce que les fers n'avaient pas été recourbés à chaque étage, qui se blessaient le pied, mais quand on met des chaussures de sécurité, on diminue de 80% les accidents au pied. J'ai vu un gars qui heureusement avait mis un casque, parce que sinon ce qui lui était tombé dessus lui aurait totalement fait exploser le cerveau. Je peux citer, personnellement, j'ai eu à enquêter, je crois, sur 14 accidents mortels en 30 ans de carrière, à peu près 30 ans de carrière. J'ai encore dans les yeux parfois, et je cauchemarde encore sur les conditions dans lesquelles ces gens sont morts. Vous savez, quand un ouvrier est mort, je voudrais qu'on ne peut jamais rattraper, évidemment. Mais enfin, il faut quand même que ce soit indemnisé, il faut quand même que la famille soit réparée, comme on dit au sens matériel du terme. Mais je voudrais aussi qu'il y ait une plaque avec son nom à l'endroit où il est mort, sur le chantier, dans le tunnel, voilà, parce que c'est pas normal que les morts au travail ne soient pas honorés. Il faut qu'ils soient protégés et honorés après. Et le CHSCT, ça sert à les protéger avant, justement. Est-ce que leur nombre diminue et est-ce qu'on en est le moins possible sur lequel mettre des plaques? Le CHSCT, c'était l'instance la plus efficace quand elle fonctionnait bien. Moi, j'ai vu un CHSCT dans une grande boîte de 250 salariés de bijouterie. Le gars disait « Non, non, moi j'ai que des bureaux, j'ai que des bureaux, j'ai que des bureaux ». Mais elle avait quand même un petit atelier avec des sertisseurs. Les sertisseurs, c'est sûrement les ouvriers les mieux payés de ce pays, parce qu'ils travaillent sur le diamant. Alors, on leur donne beaucoup d'argent pour pas qu'ils rayent les diamants. Mais pour être assis, si vous avez déjà vu dans les films, le sertisseur, il est au fond de son fauteuil, un fauteuil profond en cuir. Il a la table là, il a la grosse loupe, et puis il a le chalumeau, parce qu'il faut enchasser les diamants et les pierres précieuses, et puis il est installé, et puis moi j'avais vu la plaque sur laquelle il était posé, c'était une plaque d'amiante. S'il n'y avait pas eu le CHSCT, la visite qui suivait le CHSCT, le gars il travaillait déjà depuis 10 ans sur la plaque d'amiante, il aurait continué, et évidemment sa santé était en jeu, et sa vie même était en jeu. Il y a eu 100 000 morts par l'amiante, pratiquement 3 000 par année. Donc découvrir qu'on faisait ça encore à Paris, rue de Turbigo, sur une plaque d'amiante, c'était une vraie découverte. Elle était attribuable au CHSCT et elle protégeait d'autres métiers dans le même temps. Parce qu'après, quand j'allais chez Cartier, à Avenue de l'Opéra, je rentrais, j'allais dans l'atelier de sertissage, et avec certitude, je mettais le doigt sur la plaque, et j'ai c'est de l'amiante. Je disais, mais non, c'est pas de l'amiante, si c'est de l'amiante, allez chercher là où vous l'avez acheté, montrez-moi la facture, montrez-moi la... Et c'était de l'amiante, et c'était comme ça partout, et c'est quand on fait de la prévention
quand on a l'idée de vouloir anticiper et protéger les gens, que de cette façon-là, on progresse dans tous les métiers contre les risques qui sont encourus et qu'on fait baisser les accidents mortels du travail et les handicapés. C'est à ça que ça servait le CHSCT. Il y en avait très peu. Il y en avait 24 000. J'ai fait un rapport pour le Conseil économique et social en 2001, c'est la seule fois où la République m'a publié à ce sujet. Et je préconisais que ça soit pas à 50, mais que ça soit à un seuil de 20 qu'on puisse avoir des CHSCT. Je préconisais aussi que les CHSCT, les membres soient élus, que ça soit aussi important que les comités d'entreprise. Je préconisais qu'il y ait plus d'heures de délégation et de formation, parce que c'est la peau des gens. On se défend quand c'est sa peau qui est en jeu. Vous savez, à AZF, l'explosion qu'il y a eu dans la grande entreprise à côté de Toulouse en 2001, l'explosion aurait sans doute pu être évitée si le CHSCT avait mieux fonctionné. Car on a compris plus tard que les terres et les locaux et les hangars avaient été en contamination avec des produits chimiques qui étaient incompatibles. Au début, c'était protégé, ça ne devait pas arriver, mais petit à petit, c'est arrivé et ça a provoqué l'explosion. Mais des salariés l'avaient déjà vu. Les salariés avaient déjà dit, il y a un risque, là ça passe comme ça, ce qu'on nous a dit n'est pas respecté. Et si le CHSCT avait eu assez de pouvoir et assez de formation, il aurait pu à temps éviter cela. Et on ne dira pas assez bien ce qu'il y a eu comme important. Et là, les lois El Khomri, puis la loi Macron ont quasiment fait disparaître les CHSCT, puisqu'ils ont dit maintenant que c'était dans le comité entreprise. Mais vous savez, dans le comité entreprise, il y a déjà beaucoup de questions à l'ordre du jour. Parce qu'il y a la question du salaire, la question des emplois, la question des contrats courts, la question des durées déterminées, tout ça. Faut beaucoup de temps. Et alors, la question de sécurité, c'est comme ça, elle est toujours arrivée en dernier à l'ordre du jour. C'est toujours ce qu'on met au dernier point quand on est à 17h, qu'il faut aller chercher les enfants à l'école et puis qu'on n'a plus le temps d'en discuter. Et donc mettre le CHSCT dans le CE a été, moi je dis calmement, ça a été un crime de la part de ceux qui ont décidé ça. Et que beaucoup de ceux qui sont victimes d'accidents du travail, ils pourront désigner la responsabilité de Mme El Khomri, de Mme Pénicaud et de M. Hollande et Macron. Parce qu'il ne fallait pas les supprimer, il fallait les développer. Il ne fallait pas les réduire, il fallait les enrichir et faire qu'il y en ait systématiquement partout. Et c'est pour ça que j'utilise le mot crime. Parce que chaque fois que je vois un mort au travail, un accident que je vois dans le journal, en général c'est banalisé, hein, il n'y a pas de grands événements, on n'en parle pas au journal télévisé. Mais chaque fois que je vois ça, je dis, messieurs Hollande et Macron, c'est vous les responsables. Parce que c'est la politique qui commande. Si on veut protéger les gens dans l'entreprise, il fallait renforcer les CHSCT et pas les diminuer. Et quand on y était, nous, inspecteurs du travail, dans les CHSCT, moi j'y allais aussi souvent que possible. On ne pouvait pas aller dans tous, hein, parce qu'il y avait trop d'entreprises, on faisait du tour de rôle, etc., vu nos effectifs. Mais j'y allais parce que c'était là qu'on voyait des choses les plus crues, les plus décisives dans la vie des gens, et pour leur vie comme pour leur mort. Donc, à partir du moment où vous avez plus la règle qui est l'état de droit, mais vous avez la règle qui est la productivité, compétitivité, l'inspecteur lui-même, il est plus à l'aise, parce que c'est plus lui dont on dit il a le rôle vertueux de faire respecter la République dans l'entreprise. Non, il a le rôle médiocre d'empêcher la productivité, de faire plus, et le patron de faire de la marge et de la plus-value. Donc c'est en ces termes-là que ça se joue. Et dès lors que la mentalité, j'allais dire dominante, ce n'est plus de respecter le salariat, mais c'est de tout faire pour le patronat, vous êtes dans un autre monde et tout ce que je vous ai décrit sur un siècle d'histoire du droit du travail et de l'inspection du travail se trouve menacé, sinon balayé. C'est ce que nous vivons en ce moment. Et moi, j'imaginais peut-être de façon rêveuse que tous les statuts du salariat, ça serait les prémices d'une société future plus égalitaire et plus heureuse. Et là, en 4 ou 5 années, tous les statuts du salariat ont été mis à mal, puisque Emmanuel Macron veut une société post-salariale, ubérisée, c'est-à-dire remplacer le contrat de travail par un contrat commercial. Il veut une société sans sécurité sociale, le patronat ne paye plus la protection sociale qui est attachée au travail, et il veut plus d'inspection, plus de contrôle, plus de sanctions. Donc le mot contre-révolution n'est pas un terme trop fort. Emmanuel Macron avait fait sa campagne avec un livre qui s'appelait Révolution. Évidemment, la contre-révolution, elle affecte et fait reculer un siècle de droit, d'espoir de changer la vie au travail.